14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous Derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on revient évidemment aujourd'hui sur cet anniversaire, premier anniversaire sans Bachar al-Assad. On va se rendre en Syrie, là où vous étiez il y a un an tout juste, Julie Dungelhoff. Bonjour Julie. Bonjour. Grand reporter à France 24. Cette chute du régime Assad, vous l'aviez couvert pour nous. On va en découvrir tout de suite le cliché que vous avez sélectionné en cette journée anniversaire. Donc, hein. Oui, tout à fait. Ce cliché, ce n'est pas moi qui l'ai pris. C'est Sophie Guignon, qui est journaliste notamment pour France 24 et qui se trouvait il y a quelques heures encore sur la place des Omeyyades de Damas, où de nombreux Syriens avaient choisi de se réunir pour fêter les 1 an sans Bachar al-Assad, avec cette même atmosphère de joie qu'on a pu vivre, nous, l'équipe de France 24, il y a 1 an, avec ce drapeau de la Révolution. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo, parce qu'on voit ce drapeau 3 étoiles qui a vite remplacé le drapeau qui symbolisait le régime syrien jusqu'à présent. Et ça m'a vraiment rappelé, notamment en discutant avec Sophie Guignon, mais aussi avec Dana Alboz, cette atmosphère qui régnait sur cette place des Omeyyades il y a 1 an, lorsque nous sommes arrivés avec Sophia Amara et James Sandré. Là, tout est assez organisé, il y a des barrières. Il faut s'imaginer qu'il y a 1 an, c'était l'anarchie la plus totale. Les gens circulaient en voiture sur cette place des Omeyyades. Il y avait des symboles de l'ancien régime qui étaient encore sur la place, notamment des chars qui étaient incendiés. Je ne sais pas si on peut voir cette photo où les Damascènes posaient sur ces chars du régime Assad pour célébrer la chute du régime. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué à ce moment-là, c'est non seulement les gens du HTC, donc ces rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir, qui paradaient et qui tiraient en l'air avec cette place des Omeyyades qui était jonchée de douilles. Il faut vraiment s'imaginer un sol couvert de douilles. Et puis, ces gens vraiment incrédules qui se disaient: est-ce que vraiment Bachar est tombé? Est-ce qu'on est sûr qu'il est parti? Et donc voilà, les gens n'osaient pas vraiment sortir de leur voiture, par exemple. Et cette place d'Omeyyades, c'est un symbole important, parce que ce que me disaient les gens sur place à l'époque, c'est qu'elle était recouverte de gens des renseignements. Les Syriens me disaient non seulement on n'osait pas parler sur cette place, mais on n'osait même pas penser. Après, il faut un peu contrebalancer cette atmosphère de joie qui est décrite sur cette photo aujourd'hui, celle de Sophie Guignon, parce que la chute de Bachar al-Assad n'est pas célébrée partout en Syrie aujourd'hui. Dans le nord-est, par exemple, dans la partie kurde, les célébrations ont été interdites. Et dans la zone de l'Attaqué, ancien bastion des al-Assad, aucune festivité non plus. Alors, on va profiter justement de cette chronique pour dresser un bilan, ou tenter de dresser un bilan, parce que c'est effectivement extrêmement complexe de cette année qui vient de s'écouler. Tout d'abord, justement, ce fragile équilibre qui règne en Syrie depuis 12 mois seulement. Oui, tout à fait. On le voit, la Syrie sur la carte est vraiment très morcelée. Le président Ahmed al-Shara tente de rassurer à la fois les différentes minorités qui composent et les différentes ethnies qui composent son pays. On le voit sur sa carte, le morcellement de la Syrie. Il essaye aussi de rassurer les chancelleries occidentales en disant qu'il tiendra compte de toutes ces minorités. C'était notamment une condition pour le lever des sanctions. Mais il se heurte évidemment à des tensions qui sont très exacerbées par 10 ans de guerre civile. Il doit conjuguer aussi avec les factions les plus radicales qui composent son entourage. Début mars, la communauté alawite, c'est celle qui est sur la côte de la Syrie, qui était les proches de Bachar al-Assad, a été la cible d'attaques entre des anciens loyalistes du régime et les membres du HTC. Il y a aussi les Kurdes dans le nord-est, dont je vous parlais à l'instant, qui tentent de conjuguer avec le nouveau gouvernement. Ils ont signé un accord pour s'intégrer au sein des institutions au mois de mars, mais tout ça est encore très fragile. Il y a la province du Sud également, et de Souaïda, qui depuis des mois est frappée par des heurts entre notamment les communautés druzes et les communautés bédouines. Bref, tout ça est extrêmement fragile, et on le voit systématiquement lorsqu'il y a des heurts, un rien peut suffire à enflammer. Voilà, je me souviens effectivement d'un de vos reportages tournés, notamment dans les hôpitaux de Damas. C'était au lendemain de la libération des prisons. On voyait alors l'ampleur des exactions commises par le régime al-Assad. Vous avez pris, je crois, des nouvelles des personnes que vous aviez rencontrées à l'époque. Oui, il faut s'imaginer, ne serait-ce que lorsqu'on passe cette frontière entre le Liban et la Syrie, donc nous sommes au lendemain de la chute de Bachar al-Assad,
et on voit des centaines de personnes avec un portrait à la main en train de rechercher un proche disparu. Là, on est dans les prisons qui viennent d'être libérées par les rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir. Moi, j'ai recontacté un homme que j'avais croisé, avec qui j'avais partagé un minibus en traversant la frontière. Il s'appelle Ahmad. Peut-être qu'on peut voir sa photo. Il avait été réfugié pendant plus de 10 ans. Voilà, c'est Ahmad. Il avait été réfugié pendant plus de 10 ans à l'extérieur du pays. Et dès qu'il a appris que le régime de Bachar al-Assad était tombé, eh bien, il s'est précipité pour essayer de retrouver son père, qu'on voit ici sur son portable. C'est le père d'Ahmad qui avait disparu. Alors, je l'ai recontacté à plusieurs reprises cette année pour prendre de ses nouvelles, pour savoir où il en était, s'il avait décidé ou non de rester en Syrie. Donc, il a décidé de rester en Syrie et il a fait le tour des prisons pour essayer de trouver des indices pour tenter de retrouver son père. Le seul indice qu'il a trouvé, c'est un papier dans la prison de Sednaya. Sednaya, c'est cette prison qu'on a décrit comme la boucherie ou le camp de la mort de Bachar al-Assad. Il a juste donc retrouvé un papier qui prouve que son père y a fait un passage en 2012, mais aujourd'hui, il n'a aucune idée de où est son père, s'il est enterré quelque part, s'il est mort ou vivant, très probablement mort. Et Ahmad, en fait, il subit le sort de plus de 110 000 Syriens qui sont toujours portés disparus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Damas, il y a un rassemblement qui demande aux autorités d'aller plus loin dans la recherche des disparus. Donc, c'est les familles des disparus qui vont se réunir sur cette même place des Omeyyades pour essayer de demander des comptes. Et déjà, avoir retrouvé des traces, des documents attestant d'un passage par un lieu, c'est déjà une sacrée avancée au vu de tout ce que l'on témoigne, ce que nous témoignait tout à l'heure notre invité du jour. Certains sont absolument sans nouvelles. Alors c'est vrai qu'il y a un an, l'un des premiers gestes des rebelles fut d'ouvrir les portes des prisons, symbole de la répression sans merci de la dictature. Ce 8 décembre, des milliers de détenus étaient libérés, mais la plupart sont traumatisés par les années de mauvais traitements et de torture. Un an après leur retour à la vie, nous avons retrouvé certains d'entre eux. Que sont-ils devenus? Je propose de regarder tout de suite ce reportage de notre correspondante Dana Alboz avec Sophie Guignon, Chloé Domat, Wissam Sharaf et Majed Badawi. Homs, l'un des berceaux de la révolution syrienne, a payé cher le prix de son engagement contre le régime Assad. Ici, à Bab al-Amr, Khaled vit au milieu des ruines sous une tente. Enfermé pendant 13 ans, il devait être exécuté le 8 décembre dernier. C'était très difficile de reprendre contact avec la société quand je suis sorti de prison. Honnêtement, je n'ai retrouvé personne ici. J'ai essayé de contacter ma femme, mais elle n'a pas voulu de moi. Et la plupart de mes amis étaient à l'étranger. Traumatisé, Khaled n'arrive plus à vivre entre quatre murs. Voilà mes affaires. Il y a du thé, du café. C'est là que je dors. C'est ça ma vie. Je ne supporte plus les murs en ciment après plus de 13 ans en prison. Honnêtement, je me sens mieux dans une tente. Comme Khaled, des centaines de milliers de Syriens ont été emprisonnés dans les geôles de la dictature. Aujourd'hui, des initiatives pour leur venir en aide émergent, comme ici à Damas, où cette association démarre tout juste un programme de santé mentale. On était tous dans la même prison. Lui, il était avec moi, eux aussi. Et c'est lui qui m'a ouvert la porte. Ces anciens détenus de Sednaya ont été libérés il y a un an, le jour de la chute du régime. Ils viennent pour leur première séance de soutien psychologique. As-tu des antécédents médicaux? Ça m'arrive d'avoir des spasmes. As-tu des pensées morbides? Je suis déjà mort. Je suis mort à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il reste de ma vie? C'est une réaction normale à la situation exceptionnellement difficile qu'ils ont vécue. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider à réintégrer la société, travailler et avoir des relations sociales là où ils vivent. Alors que le pays tourne la page de la dictature des Assad, les anciens prisonniers se cherchent un avenir dans la nouvelle Syrie. Voilà, le traumatisme, on le voit, est plus que présent un an après. Il y a aussi cette question de la justice transitionnelle. Où est-ce qu'on en est dans ce procédé aujourd'hui, Julie ?
Alors c'est vraiment quelque chose qui est demandé par de très très nombreux Syriens. Nous on en a rencontré énormément lorsque nous étions sur place. Ce qu'on voit c'est ces prisonniers traumatisés et aussi ces milliers de familles qui sont traumatisées également. Donc le ministre de la Justice a inclus la justice transitionnelle dans ses priorités, mais il n'y a pas vraiment de feuille de route claire et donc ça érode un peu l'espoir des victimes. Alors il y a 2 commissions qui ont été mises en place. D'une part, une commission nationale pour la justice de transition. Donc le but c'est de découvrir la vérité, de juger les responsables, de réparer les préjudices, et une autre commission qui, elle, est dédiée aux personnes disparues. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. D'une part, il y a vraiment un manque de moyens. Pour vous donner des exemples très concrets, il y a un manque de médecins légistes, il y a un manque de matériel, il y a un manque de scanners pour scanner tous les documents qui ont été retrouvés. Et puis, lorsque nous sommes allés dans les prisons qui avaient été libérées, il y a énormément de documents qui avaient été brûlés par les geôliers dans leur fuite. Donc, il y a un manque de preuves. Il n'y a pas d'ordinateur. Il y a un manque de conservation des preuves également. On voit qu'aujourd'hui, les familles sont tellement impatientes de découvrir ce qui s'est passé pour leurs proches qu'ils vont eux-mêmes dans les fosses communes pour tenter de rechercher des indices, des cartes d'identité, etc. Donc, le manque de conservation des preuves peut faire que finalement, on ne trouve pas la vérité. Il y a également un manque de cadre de justice parce que beaucoup de juges, notamment, appartenaient à l'Ancien Régime et donc ont été sommés de partir. Donc, c'est des gens qui ont moins d'expérience de la justice qui sont mis en place. Et puis, surtout, les cadres de l'Ancien Régime ont fui. On s'en souvient, dans les 48 heures qui ont suivi la chute de Bachar al-Assad, certains seraient au Liban, d'autres en Irak. On sait que Bachar al-Assad, lui, est en Russie. Donc, un procès en son absence est envisagé, mais ça ne pourrait pas suffire à étancher cette soif de justice de toutes ces personnes traumatisées. La Syrie, c'est aussi avant tout un pays détruit qu'il faut reconstruire. La reconstruction, elle a commencé. On sait qu'il faut des fonds pour ça. Écoutez, la reconstruction, elle a commencé par des petites mains de quelques personnes qui tentent de reconstruire comme ils peuvent personnellement, mais la grande reconstruction de la Syrie n'a pas vraiment recommencé. On sait que c'est un pays totalement exsangue. Moi, j'avais tourné des images, notamment dans le quartier de Jobar. Jobar, c'est un quartier qui se trouve dans la banlieue. Voilà, ça, c'est les images que j'ai tournées il y a 1 an. Et bien, ces images, Elisabeth, j'aurais pu les tourner aujourd'hui. Tout est détruit. C'est un quartier qui a été pris pour cible par l'aviation des Al-Assad, mais aussi l'aviation russe. Absolument tout dans ce quartier est à terre. On sait qu'aujourd'hui, en Syrie, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, que le taux de change s'est effondré, qu'il y a 7 millions de déplacés internes, 6 millions de réfugiés à l'étranger. Alors évidemment, il y a une promesse de lever des sanctions qui laisse un peu d'espoir, notamment les sanctions américaines, canadiennes, européennes, qui laissent un peu d'espoir. Mais pour l'instant, voilà, la population n'en voit pas le résultat. C'est toute l'industrie qu'il faut reconstruire. C'est le manque d'eau, le manque d'agriculture. Il n'y a rien qui tient encore debout. Et donc, je vous le disais, il y a ces personnes qui tentent de réparer de manière un petit peu anarchique ce qu'ils peuvent pour avoir un toit, tout simplement. Et je disais, ça a un coût, la reconstruction. Je crois que c'est la Banque mondiale qui a estimé la valeur de la reconstruction, estimée à 216 milliards de dollars. C'est dire à quel point c'est conséquent. Parmi tout ce qui a été détruit par 14 ans de guerre, Julie, il y a évidemment les écoles. Ça vous avait particulièrement marqué il y a 1 an. Oui, 40% des écoles ont été détruites ou gravement endommagées durant la guerre, selon l'UNICEF. Là, c'est une salle de classe dans laquelle on avait tourné. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est toutes ces traces blanches, c'est-à-dire ces traces où on voit les portraits de Al-Assad qui ont été arrachés directement après la chute du régime. Et j'avais rencontré une jeune prof qui m'avait particulièrement marquée par son enthousiasme à se dire qu'elle pourrait enfin, voilà, on la voit ici, Shahed, qui pouvait enfin enseigner ce qu'elle voulait à ses élèves. Elle me disait, l'école, pour le clan Assad, c'était un outil de propagande. On était inondés par cette propagande. Le clan Assad était érigé en héros avec l'idée du leader éternel, du parti unique. Et quand les écoles ont repris, une dizaine de jours après la chute de Bachar al-Assad, eh bien, ils se sont un peu improvisés. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils faisaient dessiner des drapeaux de la Révolution aux élèves. Ils faisaient des chants révolutionnaires. Et Shahed, quand je l'ai recontactée ces derniers jours, elle m'a dit moi, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mentir. Et c'est tellement précieux de ne plus avoir ce poids du mensonge face à des jeunes enfants. Elle me dit, nous sommes libres d'aimer ou de détester qui nous voulons. Et voilà, c'est un peu l'espoir de cette Syrie avec des programmes scolaires qui ne sont pas encore établis,
et qui inquiète parce que, évidemment, il faut que tout le monde soit pris en compte, toutes les minorités religieuses notamment soient prises en compte dans ces programmes scolaires. Voilà, ça fait partie des gros défis, évidemment, à relever, celui de l'éducation. Merci beaucoup, Julie Dunkelhoff. J'ajoute, parce que j'avais oublié de le nommer, vous avez vos travaux en Syrie l'an dernier ont été primés. Vous avez reçu le premier prix Bayeux, un grand reportage à voir ou revoir sur notre site internet, évidemment, les rescapés de l'enfer des geôles de Bachar el-Assad. Merci beaucoup, Julie, pour ce Derrière l'image. Restez quant à vous à nos côtés, parce que tout de suite, c'est le grand format du jour, le Focus, que vous pouvez découvrir maintenant. Regardez.